Alors nous commençons. Bonjour et bienvenue à tous dans le cycle de webinaire Echoes of Sahel présenté par la Global Governance and Sovereignty Foundation. Alors il s'agit d'un cycle de webinaires qui s'intéresse à la région du Sahel à travers différents angles. Aujourd'hui c'est le premier épisode et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir deux invités de qualité avec nous. D'abord, professeur Julien Durand de Sanctis de Sciences Po Rabat, de l'Université internationale de Rabat. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Ensuite, nous avons également avec nous Monsieur Nizar Derdawi, qui est analyste en stratégie internationale, défense et sécurité, qui est également membre de GGSF et qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui aussi. Merci, c'est Derdawi. Tout le plaisir est pour moi, Sismaël. Super. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Alliance des États du Sahel, mais aussi à la question du Sahel en général. Alors, il conviendrait de faire un petit rappel de ce qu'est la région du Sahel aujourd'hui. Alors, c'est une région qui est en proie à plusieurs vulnérabilités. On connaît la situation sécuritaire, la situation humanitaire, mais aussi économique de la région. Alors, ça remonte à plusieurs années. Nous allons certainement revenir plutôt sur les causes qui ont mené à la situation critique dans laquelle se trouve la région du Sahel aujourd'hui. Mais il y a une présence de groupes djihadistes qui est importante jumelé à une instabilité politique. Hein, il y a eu une série de coups d'État, notamment au Mali, puis au Burkina Faso et au Niger plus récemment. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a vu naître cette alliance des États du Sahel. Euh, les populations locales sont en proie aussi à des vulnérabilités, puisque la région est aussi touchée par des difficultés climatiques. La sécheresse touche profondément la région, surtout pour une région et pour des populations qui pratiquent le pastoralisme, qui sont dans l'élevage de bovins. Et puis, la sécheresse crée des problèmes de pâturage et donc des tensions entre les différentes tribus sur place dans la région. Et donc, vous avez les groupes djihadistes qui, en quelque sorte, font leur terreau sur cette situation, qui recrutent dans ces populations locales de façon assez simple, contre un salaire, pour sortir ces populations de la précarité. Et donc, vous avez une région qui est instable. Il y a aussi le trafic illégal qui est important, couplé au djihadisme. Et donc, c'est dans ce contexte, finalement, de détérioration à travers les années que l'Alliance des États du Sahel est née en septembre 2023 sur fond de tensions avec la CEDEAO. On reviendra plus tard sur la question. Et donc, peut-être pour lancer notre webinaire, commencer par une question sur la menace terroriste qui existe dans la région, peut-être avec vous, Monsieur Deldavi. Comment est-ce que vous évaluerez la situation sécuritaire sur place des groupes présents? Alors, ils sont plusieurs, hein, ils se sont dispersés un peu dans les pays de la région. Alors, ça a commencé au Mali, puis ensuite dans la région du Grand Sahel, au Togo, Côte d'Ivoire, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur place et puis aussi peut-être nous parler de la différence entre l'Alliance des États du Sahel et ce qui l'a précédé en quelque sorte le G5 Sahel? Voilà, à vous. Euh, Clairement, le Sahel actuellement est à la croisée de deux réalités. On remarque sur le terrain, tout d'abord, une menace terroriste endémique. Pourquoi endémique? Parce que le Sahel est devenu, depuis, pour généraliser, je vais dire une dizaine d'années, l'épicentre du terrorisme mondial à la faveur de la chute des forces de l'État islamique. Donc quand je parle de forces, c'est-à-dire les forces militaires et l'État islamique qui avait constitué un État au niveau du Levant. D'ailleurs, c'était l'appellation, c'était l'État islamique dans la région du Levant. Et donc, suite à l'intervention de la coalition internationale, l'État islamique avait subi un certain nombre de défaites, des défaites militaires, mais qui ont aussi impacté son organisation au niveau politique. On sait que l'État islamique
quand il s'est installé à cheval entre l'Irak et la Syrie, avait pour ambition de créer un État avec toutes ses composantes. D'ailleurs, il y avait plusieurs chefs militaires, figures importantes, qui avaient des prérogatives de ministres dans d'autres États. Donc l'État était organisé, était administré, et donc, je ne vais pas parler d'effondrement, il y a eu d'abord une défaite militaire. D'ailleurs, l'État islamique est encore présent dans cette région, mais plus au niveau de poches de résistance. On sait que la situation militaire, sécuritaire et géopolitique au niveau de cette région, avec la chute de Bachar el-Assad dernièrement, connaît beaucoup de modifications. C'est-à-dire on assiste avec la présence d'acteurs internationaux, Israël qui poursuit sa politique de frappe contre que ce soit les groupes djihadistes ou bien tous les groupes qui sont considérés comme des proxys de l'Iran. Donc, sans rentrer dans les détails, depuis cette période, l'Afrique, entre autres à la faveur aussi de la chute euh, du régime de Bachar, plutôt de Muammar Kadhafi. Et on sait que suite à la chute de ce régime, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu d'abord l'armée qui s'est scindée en plusieurs camps de par leur attache communautaire, etc. Et donc, une grande partie de l'armement, du stock d'armement du régime Kadhafi, qui était un stock très important en matière de quantité, mais aussi en matière technologique. Alors, une grande partie de ces armements ont été vendus, se sont éparpillés, et c'est la base, à mon avis, et aussi ce que disent beaucoup d'experts, sur la montée en force des groupes djihadistes au Sahel. Donc, ils ont été armés grâce à ce stock d'armement du régime Kadhafi. Et puis, deuxième partie, il y a eu un transfert des chefs militaires. Beaucoup des troupes, des combattants de l'État islamique ont été décimés par soit l'intervention de la coalition internationale, en premier lieu, mais aussi par leur lutte contre beaucoup d'acteurs locaux au niveau de la Syrie, contre la coalition internationale. Donc, je vais revenir maintenant à la zone qui nous intéresse, qui est la zone du Sahel. Donc, la zone du Sahel actuellement est est une zone, c'est l'épicentre de la menace terroriste, et aussi elle connaît plutôt une recomposition régionale accélérée suite à peu près tous les pays du Sahel ont connu des putschs militaires, tous les gouvernements de l'AES déjà, l'association des États, l'Alliance des États du Sahel, sont maintenant tenus par des régimes militaires, des régimes putschistes. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de la légitimité de ces régimes. Toujours est-il qu'il semble, pour nous, observateurs étrangers, que l'opinion publique, que la rue dans ces pays soutient en grande majorité ces régimes. Alors, je vais revenir sur le point qui nous intéresse. L'évolution de la menace terroriste. On a d'abord remarqué qu'il y avait plus de coordination entre le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, et le JNIM qui est affilié à Al-Qaïda. Alors, ce sont des groupes qui connaissent une rivalité très importante, une rivalité d'abord d'ordre idéologique et religieux. Ils ne s'appuient pas sur les mêmes valeurs religieuses et idéologiques, mais aussi tout simplement par une volonté, je vais dire, de leadership. Chacun des deux groupes veut essayer d'avoir le plus grand territoire, et donc qui dit plus grand territoire dit plus d'adhésion des populations locales. Donc il y a eu une trêve entre eux en 2022, après une série de luttes entre les deux mouvements. Mais cette trêve n'a pas duré beaucoup. Elle a duré 6 mois à peu près. Et dès novembre 2022, le IGS, donc qui dépend de l'État islamique, a mené une attaque sanglante contre le JNIM. Et donc, actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? Pour ces deux principaux acteurs, il faut aussi dire qu'il y a aussi quelques autres groupuscules qui ne sont liés ni à l'État islamique,
ni à Al-Qaïda, mais qui sont minoritaires et qui n'ont pas de force de frappe importante. Donc actuellement, les combats persistent dans plusieurs zones maliennes entre ces deux groupes, mais il faut noter cependant qu'il y a ponctuellement des convergences tactiques pour une raison très simple, c'est qu'ils ont un adversaire commun qui sont les armées régulières des États de l'AES, donc c'est l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, Smaïl. La dernière question, si tu peux me rappeler? C'était sur la différence avec le G5 Sahel qui a précédé l'AES. Oui, oui, donc parfaitement. Alors, l'AES, on sait d'abord que c'est né d'une rupture politique, mais aussi militaire, et qui a, je dirais, été le fruit d'une tendance politique qui a commencé au Mali avec un premier putsch militaire. Euh, une, alors il y a beaucoup de contestations, de raisons qui ont poussé à ce putsch militaire qui a été tout de suite salué par l'opinion publique. Alors, il y a bien sûr des critiques sur la gouvernance qui n'est pas au niveau, sur des critiques aussi sur le niveau du niveau de corruption élevé des élites dans les trois pays. Mais je pense que la contestation et la réclamation première des populations, c'est un besoin et une demande de sécurité. Donc, l'opinion publique pensait que les chefs d'État, donc notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ne mobilisaient pas suffisamment de forces de sécurité, de forces armées pour protéger la population. Et c'est tout à fait normal. Une des premières revendications de toute population, c'est d'abord d'avoir droit à la sécurité, parce que la sécurité, c'est la base du développement, c'est la base de tout. Donc, suite à ça, les gouvernements en place ont mis le paquet au niveau sécuritaire, sur le plan com tout d'abord, mais aussi sur le plan purement opérationnel. Donc on a vu dès le début un renforcement des forces de sécurité et aussi un rapprochement militaire et stratégique avec certaines puissances étrangères, notamment la Russie. D'abord, pour une motivation, je dirais, purement de renforcement des capacités militaires. C'est-à-dire que ces États considéraient qu'ils n'avaient pas suffisamment d'équipement militaire, de capacité militaire pour faire face à la menace des groupes terroristes. Et donc, l'AES a misé d'abord sur l'aspect purement militaire, apporter une réponse sécuritaire sur le terrain. Et la différence entre l'AES et le G5 Sahel, c'est que l'AES, il y a eu d'emblée le refus des ingérences étrangères. Alors, on va parler des ingérences étrangères, mais je vais aussi citer que la Russie est le principal soutien militaire de ces pays. Donc, ça reste peut-être un peu, euh, je dirais, ambigu pour nous en tant qu'observateurs étrangers, mais pour la population locale, il y a une différence entre le soutien qu'apportait la France, qui était le principal partenaire militaire de ces pays, qui, bien sûr, à la faveur de la présence des troupes Barkhane, donc c'est des combattants, c'est du matériel et surtout, c'était aussi des capacités aériennes. Et c'est ce qui faisait défaut à pratiquement l'ensemble des États du Sahel. Alors, la différence pour eux, c'est que la Russie est un partenaire choisi qui n'intervient que dans le domaine strictement militaire. Alors que les gouvernements maintenant qui sont en place, les régimes militaires, ont tous eu pour, ont tous reproché à la France une influence et puis aussi une visée sur les ressources naturelles du pays, etc. C'est-à-dire que pour eux, les Français étaient surtout là par intérêt d'abord pour leurs intérêts stratégiques. Et donc la différence entre l'AES et le G5 Sahel, je dirais que c'est tout d'abord un alignement, enfin plutôt je retire le mot alignement, ils refusent un alignement à un partenaire étranger, ils ont choisi pour la plupart un soutien militaire avec la Russie
qu'ils ont choisi de payer. Donc, ce sont des mercenaires avant du groupe Wagner qui est devenu maintenant le groupe Afrika Korps, avec des missions qui sont, on va dire, euh, formulées au niveau des états-majors des armées sahéliennes. Et en fait, le message qu'ils passent, c'est que ce sont eux qui fixent les principaux objectifs stratégiques et les mercenaires de l'Africa Corps sont là pour exécuter, ils sont payés et ils sont là pour exécuter les missions qui leur sont attribuées par les états-majors de l'AES. Alors que le G5 Sahel, à la base, ça a été créé par les 5 pays, donc de l'Est à l'Ouest, c'est le Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et la Mauritanie, avec, parce que qu'est-ce qui manque réellement à ces pays, aux forces armées de ces pays, c'est d'abord le soutien financier pour s'équiper en matériel et notamment des vecteurs aériens, des avions de chasse, de reconnaissance et des drones. Et donc, le G5 Sahel était financé, était appuyé par la France, financé en partie par un soutien financier des pays du Golfe. Et la différence avec l'AES, c'est que l'AES ont choisi de prendre leur destin militaire en main. Donc voilà pour rester un peu synthétique sur votre question. Oui, tout à fait. Alors, merci, c'est Drdabi. Alors, effectivement, alors, vous faites bien de rappeler comment est-ce que la situation est, en quelque sorte, s'est empirée dans la région, notamment sur le plan sécuritaire. Alors, certains remontent même aux années 90 avec la guerre au djihad en Algérie, avec la décennie noire et comment ces mouvements djihadistes ont été poussés finalement vers le nord du Mali, se sont établis là-bas. Et puis, comme vous l'avez si bien rappelé, avec la situation en Libye où des armes se sont retrouvées en circulation aux mains de ces groupes djihadistes. Alors, pour rester justement sur cette question-là des différentes opérations qui se sont succédées dans la région, hein, G5 Sahel, il y a eu aussi la MINUSMA, mais puis surtout l'opération Barkhane, hein, au Mali notamment. Euh, Professeur de Sanctis, alors est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu plus? Alors, je signale une publication que vous avez qui s'appelle La France au Sahel, l'usure d'un ethos politique qui peut-être revient sur cette détérioration avec la France hein, dans la région. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus à travers ces éléments et des différentes opérations sécuritaires qui se sont succédées dans la région? Oui, alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que G5, Barkhane et MINUSMA, c'est trois choses très, très différentes, qui ont eu tendance à être des fois montrées par les médias comme des actions conjointes dans une logique de coopération multilatérale. Mais ce sont des opérations qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, malgré tout ce qu'on a pu dire au départ lorsqu'elles ont été implantées. Donc chronologiquement, d'abord, la première opération qui a été engagée au Sahel et au Mali, c'était bien sûr l'opération, alors à l'époque Serval, mais qui ensuite, dans la continuité, a donné Barkhane. Donc la première opération d'engagement militaire forte, elle a lieu en 2013, comme vous le savez. Elle a lieu sur demande de l'État malien, ça aussi il faut le rappeler malgré tout. Et donc la logique française en 2013, c'est du fait de la progression de la coalition, donc du Mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, avec une coalition d'opportunités avec certains groupes terroristes, dont AQMI, Ansar Dine et d'autres à l'époque, qui donc se sont renforcés au nord du Mali et donc essayent de descendre vers le sud pour, à long terme, faire basculer le gouvernement. L'objectif, donc, sur demande de l'État malien, c'est que la France marque en fait une contre-offensive pour empêcher la progression de ces groupes terroristes et de rébellion de progresser et donc de potentiellement menacer le pouvoir de Bamako. Donc la France intervient dans une opération donc Serval courte hein, et rapide, enfin courte et intense. Donc l'objectif c'est en quelques semaines de marquer un coup d'arrêt à la progression. Ça a été salué à l'époque comme une réussite stratégique et tactique et c'était vrai du point de vue militaire. L'engagement de Serval a marqué les esprits et a réellement répondu à l'objectif désiré, c'est-à-dire que la France
avec l'aide, il ne faut pas l'oublier quand même aussi, du Tchad, qui n'était pas membre de la CEDEAO, mais qui a été la force qui a épaulé la France au Mali. Bah, la France a réussi à marquer ce fameux coup d'arrêt et à empêcher donc ces groupes terroristes et de rébellion de progresser. Donc ça, c'était pour Serval. Et puis donc, à partir de 2014, une fois que la phase active, la phase d'intervention de Serval se termine, la question se pose, est-ce que la France doit se retirer totalement et donc laisser ensuite au Mali et potentiellement aussi à une force de la CEDEAO et aussi de l'ONU de prendre le relais, ou doit-elle rester? Et ça a été un vrai dilemme politique, hein. Et donc, concrètement parlant, la logique est de rester. Donc, pour rester, la France a besoin de créer plus de légitimité, plus de consensualité sur sa présence. Elle ne peut pas conserver le simple mandat de Serval, qui encore une fois était une opération ponctuelle qui avait un objectif tactique et militaire très délimité. Donc, dans ce contexte, la formule, c'est de basculer vers une présence plus multilatérale, et donc on arrive dans l'opération Barkhane. Donc, l'opération Barkhane n'a plus rien à voir avec Serval. Certes, ça reste une opération militaire qui a pour objectif de continuer le combat de guerre contre le djihadisme et de contre-insurrection djihadiste, mais pour pouvoir légitimer sa présence, la France va donc chercher le consensus auprès des autres États sahéliens. Et donc, à cette initiative, en 2014, elle impulse la création du G5 Sahel. Et donc, on arrive au G5 Sahel. Et donc, la deuxième structure importante qui a été impulsée donc en 2014 et qui n'est pas née ex nihilo non plus. Il faut comprendre que le G5 Sahel a eu quelques précédents, si je puis dire. Ce n'est pas une pure fabrication française, mais la France y a contribué énormément. En revanche, la France a constaté que préalablement à la création du G5, plusieurs États sahéliens avaient déjà des besoins et le désir de coopérer de manière transnationale dans la lutte contre le terrorisme armé. Donc, que font certains États, notamment le Tchad? Eh bien, ils collaborent avec d'autres États voisins, comme le Cameroun par exemple, ou comme le Niger, pour former des bataillons mixtes. Et ça existait avant le G5. Donc, ils font de la coopération militaire transnationale. L'objectif, c'est de s'autoriser à franchir la frontière de l'un et de l'autre si des groupes terroristes qui jouent justement avec les frontières cherchent à se réfugier d'un côté ou de l'autre. Donc, ça avait conduit à des logiques de coopération transnationale militaire de manière un petit peu artisanale, si je puis dire. Les Français ont très bien vu ça, et donc c'est pour ça que en 2014, ils disent bah, on va vous aider, on va amplifier cette logique d'intégration sécuritaire et militaire, et donc on va faire en sorte que les pays les plus impliqués aujourd'hui dans les problèmes de terrorisme armé fassent une coalition. Et donc le G5 est créé en 2014, comme l'a indiqué Sénizar, avec les différents pays alignés. Alors, le G5, c'est au départ, donc, normalement, une organisation de coopération militaire et de sécurité régionale, sous-régionale, si je puis dire. Et en même temps, si vous regardez la charte de convention, enfin la charte signée en 2014, c'est aussi une organisation qui vise à promouvoir la sécurité par le développement. Donc là, on excède déjà la logique de pure organisation militaire. Et dedans, il y a toute une série de programmes et de projets associés au développement humain, à la sécurité humaine, à la protection des droits fondamentaux. Bref, c'est déjà au-delà d'une organisation strictement militaire. D'accord? C'est important de le noter parce qu'on va voir que sur la suite, ça va poser certains problèmes. Et donc le G5 progressivement favorise donc l'implantation d'une coopération sécuritaire à l'échelle des 5 pays cités. Ceci dit, le problème, c'est que progressivement, cette organisation va commencer à aspirer d'autres objectifs politiques de développement, et sous l'influence de la France et puis de plusieurs bailleurs internationaux, notamment réunis sous ce qu'on appelle l'Alliance du Sahel, hein, l'Alliance Sahel, qui est une sorte de grand programme de développement du Sahel qui réunit à la fois des États, des acteurs internationaux, publics, privés. On va commencer à doter le G5 de nouvelles missions qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui vont de l'électrification des campagnes, du développement de certaines zones reculées, la protection des individus et des droits fondamentaux. Alors, tout ça, évidemment, est positif sur le papier, mais ça va démultiplier ces objectifs et du coup rendre beaucoup plus difficile la capacité de les réaliser. Donc le G5 va grossir, va devenir une structure extrêmement développée avec toute une série d'organes d'application, mais aussi du coup avec beaucoup, beaucoup d'exigences dans ses objectifs. Et ça va pas changer par contre la mission de la France. Barkhane à côté, ça reste une opération militaire qui a pour objectif d'abord de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme armé. Alors que le G5 n'est pas qu'une organisation antiterroriste.
c'est beaucoup plus que ça, c'est une organisation de sécurité régionale qui a l'ambition d'agir sur tous les leviers. D'accord? Donc, en fait, progressivement, bah, il va y avoir déjà un premier divorce entre ce que la France mène comme combat, qui poursuit en fait de la lutte contre le terrorisme, et ce que fait le G5. Donc, déjà, ça va créer beaucoup de difficultés. Troisième opération qui est donc décisive, c'est la MINUSMA. Alors la MINUSMA, elle est à peu près contemporaine de l'intervention militaire française. Elle est lancée en 2013. Donc c'est une opération, donc mission multidimensionnelle pour la stabilité au Mali, hein. C'est une mission de l'ONU qui est votée avec la résolution 2100 en 2013. Et cette mission va se greffer également aux enjeux de sécurité au Mali, mais aussi du coup par capillarité au reste du Sahel, mais surtout au Mali. Et là aussi, le problème de la MINUSMA, bah, c'est qu'en fait, c'est une opération de maintien de la paix, mais avec un mandat extensif. Son objectif n'est pas juste de se greffer à la protection des populations civiles contre les terroristes ou juste de faire du peacekeeping au sens classique du terme. C'est une vraie mission en fait de peace building dont l'objectif n'est pas simplement de protéger les populations, mais en fait d'aboutir à toute une série, là aussi, de succès ou de possibilités de succès en matière de développement et de protection de la société malienne. Alors, si vous voulez avoir une idée un petit peu de cette opération, hein, la MINUSMA, c'est sept grands objectifs avec énormément de sous-objectifs à l'intérieur qui vont de la protection des populations civiles, de la stabilisation du territoire du Mali et de la restauration de sa souveraineté, de la surveillance des processus électoraux, de la défense des droits de l'homme, en passant également au soutien humanitaire ou encore à la protection des biens culturels classés par l'UNESCO. Donc, imaginez la multitude des programmes. Donc, la MINUSMA, progressivement, va enfler et va là aussi se heurter à la difficulté de ses objectifs à réaliser, c'est-à-dire qu'à cette démultiplication d'objectifs l'épuise. Et donc, en fait, le problème, c'est que ces trois structures qui ont gouverné la sécurité au Sahel, enfin gouverné, ou en tout cas essayé de gouverner la sécurité au Sahel, se sont heurtées à leur, un, incomplétude mutuelle, parce qu'elles sont sur des mandats très différents, et deux, à l'amplitude des objectifs politico-militaires à intégrer. Et donc, mécaniquement, ces trois structures se sont essoufflées pour des raisons évidemment très différentes les unes des autres, mais grosso modo avec quand même la même tendance qui est l'incapacité à se coordonner dans une logique d'ensemble. Donc Barkhane s'épuise par sa logique politique, pas militaire. Barkhane a eu de très importants succès militaires malgré tout à l'échelle du contre-terrorisme. Je veux dire, les chiffres sont là, mais effectivement, comme l'a dit aussi Sénézal, la présence française s'est dégradée dans sa légitimité. Donc, progressivement, Barkhane a perdu de légitimité, même si les chiffres tactiques, les résultats tactiques étaient là. Le G5, accolé à Barkhane malgré tout, et dans sa logique impulsée en partie par la France, bah, a perdu aussi de sa substance progressivement. Donc après, il a été considéré aussi comme une structure inadaptée aux enjeux sahéliens. Et puis, bien sûr, le problème du G5, c'est que bah, les trois acteurs clés qui sont au cœur du G5, dont le Mali au centre, s'en sont détachés, hein, et l'ont rejeté, l'ont dénoncé au même moment où ils dénonçaient leurs accords de coopération militaire avec la France. Donc, à partir du moment où le Mali a quitté le G5 et a dénoncé ses accords de défense avec la France, un peu mécaniquement comme des dominos, Niger et Burkina Faso enfin plutôt Burkina Faso et Niger ont emboîté le pas. Et donc, en quelque sorte, le G5 s'est détruit de l'intérieur, si je puis dire. Quant à la MINUSMA, en fait, la faible réalisation de ces objectifs tels qu'ils étaient définis par la résolution 2100 bah, a conduit progressivement aussi l'opération à perdre en efficacité. Et il ne faut pas oublier que d'ailleurs, c'est une opération qui a coûté plusieurs centaines de morts parmi les casques bleus impliqués, beaucoup plus de morts dans la MINUSMA qu'au sein de l'opération Barkhane, par exemple. Et là aussi, ça a clairement démotivé les États participants à vouloir poursuivre l'accomplissement de cette opération avec un bilan si négatif. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, au contraire, là, merci pour ces éclairages. Alors, on voit bien comment finalement ces trois opérations se sont essoufflées pour des raisons différentes, hein. Souvent, on pense que c'est un peu la même raison qui a fait que bah, aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Mais finalement, on se pose aussi la question du coup pour l'Alliance des États du Sahel, qui a été instituée par la charte du Liptako Gourma.
Est-ce qu'il y a finalement, alors on voit bien qu'il y a une complexité à gérer la situation sécuritaire du Sahel. Alors, comme vous l'avez rappelé tous les deux, l'AES est surtout là pour apporter une architecture de défense collective. Alors, peut-être une question pour vous, Nizar Derdabi. Est-ce que il y a une véritable innovation qui est apportée sur le plan opérationnel, là, dans la gestion sécuritaire de la région par l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que finalement, il serait capable, malgré les différences doctrinales, malgré les différences sur le terrain, peut-être même des moyens, hein. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la présence russe dans la région. Donc, quelle lecture faites-vous finalement de cette architecture de défense collective de l'Alliance des États du Sahel? Et est-ce qu'il pourrait finalement apporter une réponse efficace à la situation sécuritaire dans la région? Je dirais tout d'abord un constat très clair, c'est que actuellement, avec des chefs militaires qui sont à la tête du pouvoir dans leurs pays respectifs, on a une uniformité idéologique des juntes militaires, ce qui n'existait pas auparavant. On sait que pour avoir une collaboration, une coopération militaire effective et puis efficace sur le terrain, il faut d'abord que les responsables politiques, donc que les gouvernements, que les chefs d'État soient d'accord sur les objectifs à atteindre. Quand on mène une lutte, un combat militaire sur le terrain, il y a tout d'abord les objectifs politiques qui sont définis par l'autorité politique. Et l'autorité politique, en général, c'est le chef d'État, c'est le chef de gouvernement. Et c'est cette autorité politique qui donne ses objectifs politiques à l'état-major militaire, au chef militaire, qui, à partir des objectifs politiques, étudie quels sont les objectifs militaires qu'il faut atteindre pour essayer de répondre à ces objectifs politiques. C'est un peu ce qu'appellent aussi les militaires, quel est l'état final recherché. Et c'est peut-être, selon l'avis de plusieurs spécialistes, là où l'opération Barkhane a pêché. L'opération Barkhane, il faut rappeler, elle a eu pour présence, c'est-à-dire militaire sur le terrain, plusieurs années, presque une dizaine d'années. Et en fait, l'opération Barkhane, les militaires, le chef du détachement, n'a pas pu arriver à un objectif militaire, tout simplement parce que l'objectif politique qui devait être fixé par le chef d'État français n'a pas été bien défini. Alors, l'avantage ici, quand on a sur le terrain trois régimes qui ont à leur tête des chefs militaires, c'est qu'on a une uniformité idéologique déjà. Donc, ça se répercute sur le terrain militaire, puisqu'automatiquement, on va avoir une chaîne de commandement plus fluide. Et puis aussi, un deuxième point, quand on a des militaires qui sont au pouvoir, donc le budget et la logistique suivent. On imagine que pour le colonel Assimi Goïta, qui est le chef d'État actuel au Mali, le président au Mali, le président de la transition, je pense qu'il met beaucoup plus de moyens en termes financiers, en termes de budget, en termes d'acquisition de matériel que les chefs d'État qui l'ont précédé, qui avaient aussi d'autres objectifs plus poussés vers le développement humain, etc. On a deuxième chose, ces trois chefs militaires ont compris que les forces djihadistes, qu'elles soient de l'État islamique ou bien d'Al-Qaïda, du JNIM, sont concentrées au niveau de la zone des trois frontières. Donc c'est une zone désertique, aride, avec un terrain difficile à appréhender par les forces militaires. Donc c'est un terrain qui n'est pas, je dirais, facilement euh, abordable pour les véhicules militaires, etc. Et donc, c'est ce qui fait que c'est un terrain, c'est le sanctuaire qui a été choisi par les groupes terroristes pour s'implanter. Comme il y a une difficulté d'action des forces armées pour arriver à ce terrain, donc ils ont choisi de sanctuariser ce terrain et ça leur permettait avant une fois qu'ils étaient pris à partie, par exemple, euh, on prend pour exemple qu'ils étaient pris à partie par une opération militaire des forces armées maliennes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils se réfugiaient au niveau de l'autre frontière, du côté ou bien nigérien ou bien burkinabé. Alors actuellement, l'avantage, c'est que ces trois chefs de gouvernement, qui je peux dire sont aussi les chefs d'état-major des trois pays,
ont choisi de concentrer leurs efforts et créer des zones opérationnelles communes. Tout ça au niveau de cette frontière entre les trois pays. Il y a également un autre élément qui est très important au niveau militaire, c'est la collaboration en matière de renseignement et d'information. Le retrait de Barkhane a eu pour conséquence une perte en capacité militaire. Donc, concrètement sur le terrain, l'armée malienne s'est vue, elle a perdu son soutien militaire des forces de Barkhane, mais elle a aussi perdu un appui en matière de renseignement. La force Barkhane a mené beaucoup de drones de renseignement, d'ISR, qui permettaient d'avoir du renseignement tactique sur le terrain en temps réel, mais aussi l'apport de tous les satellites de renseignement français. Donc, tout cet apport, les forces armées des États du Sahel les ont perdus, qui est peut-être remplacé, je vais dire, de manière juste, euh, ponctuelle et puis surtout pas avec les mêmes capacités par la Russie, parce qu'on sait que la Russie est aussi accaparée par la guerre en Ukraine, qui est l'objectif principal. Et donc actuellement, ces trois pays ont mis en commun leurs capacités de renseignement et c'est un atout très important pour essayer de porter un coup important à l'ennemi. Alors merci à vous pour cet éclairage. Alors on voit bien à quel point la situation est complexe sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan humanitaire, hein. On oublie parfois de parler de la catastrophe humanitaire qui se trouve au Sahel, hein. Parfois on parle des autres, mais le Sahel aussi c'est des millions de déplacés internes. On parle d'une situation qui est très critique. Alors peut-être une question pour vous, professeur De Sanctis. Alors est-ce que dans la complexité actuelle des choses, et on voit que il y a, avec le retrait de la France, avec la situation actuelle, les coups d'État à répétition, est-ce qu'il y a un acteur qui pourrait intervenir? Alors, suivez mon regard, hein, vous l'aurez compris, est-ce que le Maroc pourrait jouer un rôle, pas que sur le plan sécuritaire, hein, il y a une approche holistique à avoir. Il y a des similarités sur le plan religieux. Je pense à la formation des imams. Le Maroc a une certaine expertise sur la question, etc. Est-ce que il y a une possibilité de voir une médiation ou un rôle qui pourrait être joué par le Maroc ou par un autre acteur régional pour essayer de résoudre la situation? Alors, je ne peux pas répondre de manière pratique sur ça. Je ne connais pas assez bien l'engagement spécifique du Maroc dans le dossier. Du point de vue hypothétique, en tout cas du point de vue de l'opportunité de l'opportunité géopolitique d'une médiation marocaine, oui, ça me semble une possibilité. Alors, à mon avis, premièrement, si on prend vraiment le cas spécifique du Maroc, la contribution du Maroc, déjà de manière globale, dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, contribution historique, lui donne une légitimité importante. Une légitimité que le pays a quand même depuis les années 60. Donc ça, c'est un facteur qui, au sein du maintien de la paix en Afrique, est clairement prévu. Maintenant, là, on parle effectivement d'une situation où on a besoin de médiation, on a besoin d'avoir la capacité pour un acteur qui soit un acteur étatique ou un acteur international qui soit capable d'agir dans la crise. Alors, moi, je reste assez légaliste sur les questions de sécurité collective en Afrique. C'est-à-dire qu'il existe des mécanismes collectifs déjà présents qui, certes, ne sont pas encore suffisamment déployés, mais qui sont théoriquement là. C'est-à-dire que pour moi, les deux premiers acteurs qui sont essentiels, même s'ils sont en conflit avec les pays de l'AES, c'est d'abord l'Union africaine, c'est d'abord la CEDEAO. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut résoudre à long terme les enjeux de sécurité régionaux dans cette région, dans cette situation, sans faire appel à ces premiers acteurs-là. Ensuite, dans un deuxième temps, le concours express d'acteurs étatiques africains comme le Maroc sera essentiel. Mais il faut que ça se fasse de concert avec les institutions régionales et continentales, pour la simple et bonne raison que le risque de la multiplication des organisations ou des alliances sous-régionales sans adéquation avec les outils de l'Union africaine et de la CEDEAO en l'espèce ici, bah, c'est l'incapacité de coordination. C'est-à-dire qu'on va multiplier les organes et les canaux.
Alors, il y a un point fort, comme l'a signifié Sinizar, c'est que il y a une homogénéité actuelle sur les trois pays en termes de régime, en termes d'idéologie, et c'est pas incompatible avec la capacité d'impulser ou de faire revenir dans le giron de l'Union africaine et de la CEDEAO la collaboration. Donc, pour moi, les deux premiers acteurs qui doivent jouer la médiation et qui doivent parvenir à se faire réaccepter, c'est l'Union africaine, c'est la CEDEAO, même si aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en conflit et rejettent la CEDEAO particulièrement. Alors, si vous regardez la charte du Liptako Gourma, ce qui est assez ironique, c'est que dans le préambule, la charte se revendique des principes de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc, alors même que les États sont en rupture avec en particulier la CEDEAO. Donc, ça veut dire quand même que s'ils veulent aller, si les chefs d'État des trois pays veulent suivre ce qu'ils défendent publiquement, notamment de restaurer l'unité panafricaine, de restaurer la gestion de la sécurité africaine par les Africains, bah, il faut quand même revenir dans le giron du panafricanisme et des organes d'intégration régionaux que sont l'Union africaine et que sont la CEDEAO. Donc, premièrement, une médiation par ces organisations-là reste essentielle, même si elles sont aujourd'hui décrédibilisées par les acteurs locaux. Deuxièmement, effectivement, le concours d'acteurs d'autres acteurs africains. Donc, en l'espèce aussi, le cas du Maroc me semble intéressant, notamment dans la médiation, effectivement, en matière de diplomatie religieuse et de lutte contre l'extrémisme violent. Ça, je pense que c'est un champ pleinement naturel pour le Maroc et qui s'exprime déjà dans d'autres régions. Et je pense que là, il y a une énorme carte à jouer de la part du Royaume du Maroc. Aussi, dans l'impulsion ou la réimpulsion du maintien de la paix ou d'une nouvelle mouture du maintien de la paix dans les régions touchées. Ensuite, sur la question strictement militaire, je ne peux pas me prononcer parce que aujourd'hui, l'engagement militaire offensif du Maroc reste limité à ses intérêts nationaux. Donc, au-delà du royaume, le Maroc est d'abord en Afrique pour le maintien de la paix. Et c'est d'ailleurs cette identité de rôle stratégique qu'il met d'abord en avant. Mais pourquoi pas de la formation en revanche, coopération, formation militaire, ce que fait déjà énormément le Maroc en accueillant régulièrement des promotions sur son propre territoire. Ça, je pense que ça pourrait être aussi renforcé. Donc ça veut dire nouer et renforcer les liens de coopération militaire avec les trois pays. Pour pouvoir favoriser un meilleur dialogue stratégique entre le Royaume et ces pays-là, parce que le Royaume du Maroc est formateur en matière militaire, ce que peu de pays en Afrique sont capables de faire. Donc ça, c'est un point essentiel. Dernier point, j'aimerais revenir quand même sur l'AES, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas un petit peu ce que c'est. C'est effectivement une alliance de défense. C'est strictement une alliance de défense avec très peu d'articles, hein. Pour l'instant, c'est la charte du Liptako Gourma, c'est une quinzaine d'articles qui sont assez vagues, avec une clause de défense mutuelle. Il est dit que des textes additionnels vont être ensuite progressivement ajoutés au fur et à mesure du développement de l'organisation. Mais pour l'instant, effectivement, à contrario d'autres documents, d'autres types de chartes de défense ou de sécurité collective, ça reste une organisation en construction. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore préjuger de la réalité de son mandat. Pour l'instant, elle est vraiment, on est dans la première étape. Le deuxième point qui me semble important sur ce sujet également, c'est que aujourd'hui, on a du mal à évaluer les preuves de cette organisation, de l'AES, tout simplement parce que, si je puis dire, il y a une espèce de mélange entre les forces de sécurité nationales des trois pays et effectivement les effectifs Wagner qui sont donc là en soutien. Et donc, pour ma part, la capacité de cette organisation à s'autosuffire n'est pas encore prouvée. Voilà. C'est-à-dire que si l'AES a besoin d'effectifs supplétifs extérieurs, qu'ils soient russes ou français d'ailleurs, ou même ou d'autres nationalités extérieures au continent, ça veut dire que ce n'est pas encore une organisation souveraine en matière de sécurité collective, ce qui est un éternel problème dans les questions de sécurité africaine, où le concours d'une multiplicité d'acteurs extérieurs est toujours indispensable pour garantir ou essayer de garantir la sécurité des États concernés. Et ça, pour l'instant, on ne voit pas pour l'instant cette organisation une capacité souveraine dans la matière. Dernier point, on parle des effectifs Wagner. Euh,
ils subissent eux aussi des pertes importantes, hein. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, au nord du Mali, ils ont connu une sévère déroute militaire contre les effectifs des combattants du nord du MNLA notamment. Donc, ils ne sont pas du tout en position de force dans toutes les situations où ils s'engagent. Ça reste en plus des mercenaires. Ils n'ont pas, j'ai pu dire, non pas la loyauté nationale d'un combattant qui combat pour son territoire. Donc, clairement, ça aussi, c'est un facteur limitatif. Enfin, et peut-être un dernier point aussi sur la question du Liptako Gourma, effectivement, aujourd'hui, je pense que les deux bassins de concentration de groupes terroristes armés les plus importants vers la partie ouest sahélienne, c'est effectivement le Liptako, qui est une véritable, comme Sun Tzu l'appellerait dans l'art de la guerre, un terrain de convergence, hein. C'est-à-dire c'est un lieu où on peut maîtriser plusieurs frontières, plusieurs pays dans une zone à un faible kilomètre carré. Et ça, c'est le premier terrain le plus compliqué aujourd'hui pour le contrôle de la sécurité de ces trois pays. Et puis, n'oublions pas quand même le bassin du lac Tchad, qui est pas très loin, qui est aussi l'une des zones les plus concentrées en termes d'attaques terroristes et d'instabilité, qui impacte là aussi d'autres États clés que sont le Tchad, que sont le Cameroun, que sont le Nigeria aussi, pas oublier, et qui sont aussi des acteurs très importants qui, malheureusement, encore aujourd'hui, peinent à résoudre le problème. Donc, pour les acteurs, pour répondre et boucler votre question, Union africaine et CEDEAO me semblent prioritaires. Il faut que le dialogue se recoue, se renoue. Et puis ensuite, effectivement, pour le Maroc, la capacité d'être en appui sur certains dossiers clés, la formation religieuse, la formation militaire des trois armées nationales concernées, et presque aussi de la diplomatie militaire, c'est-à-dire la capacité aussi à réapproprier une partie de ces élites militaires et de ces cadres militaires dans le giron africain me semble essentiel pour éviter aussi potentiellement aussi une subversion qui viendrait d'autres acteurs qui ne sont pas africains. Voilà. Alors restons sur ce point, parce que je trouve votre point extrêmement intéressant sur la diplomatie militaire et même sur le soutien à l'AES. L'AES qui est encore, comme vous l'avez très bien rappelé, encore assez balbutiement, hein. On voit la charte qui n'est pas encore extrêmement développée. Peut-être, ce Nizar Drdabi, est-ce que vous verrez un mécanisme de coopération qui pourrait permettre à l'AES de bénéficier de l'expertise militaire, peut-être du Maroc ou d'autres acteurs, comme l'a précisé professeur de Santis? Votre micro, s'il vous plaît, votre micro. Je reviens sur ce qu'a dit d'ailleurs le professeur de Sanctis, c'est que actuellement le Maroc fournit déjà un soutien en matière de formation aux militaires de l'AES, notamment les militaires maliens. On l'a vu dernièrement avec un reportage qui est passé à la télévision où les forces parachutistes marocaines formaient un contingent, une unité de 150 militaires maliens aux techniques parachutistes et de troupes aéroportées. Alors ça, on va dire, c'est un pilier du partenariat et de la coopération militaire entre le Maroc et certains de ces pays, d'autant que les autorités militaires des trois pays ont identifié quel type de soutien militaire dont ils ont besoin. Tout d'abord, un soutien en matière de formation. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque année, ces forces armées essayent d'abord de renforcer leurs armées déjà en termes de nouveaux combattants, de nouveaux soldats, de ressources humaines. Et donc, ce sont des soldats qu'il faut former. La formation est un volet stratégique de toutes les armées qui coûte cher en matière de budget, qui monopolise un certain nombre de ressources humaines, de formateurs qui, par défaut, ne seront pas sur le terrain. Donc, clairement, les États de l'AES ont besoin d'un soutien en matière de formation, ce qu'on appelle aussi la réforme des systèmes de sécurité. Pourquoi? Parce que suite aux purges militaires, donc quand il y a coup d'État, il y a automatiquement une purge. On va mettre à la porte ou bien mettre en prison tous les anciens généraux, les chefs militaires qui étaient, on va dire, affiliés au pouvoir politique en place. Et donc, on a un besoin en termes de soldats sur le terrain, mais aussi un besoin en termes de cadres
qui vont encadrer ces troupes militaires. Donc, il y a aussi donc, le formation, comme je l'ai dit, des militaires, des soldats, mais aussi la formation des officiers supérieurs dans des écoles comme l'école d'état-major qui est à Kénitra, qui est reconnue, qui forme un certain nombre de cadres de différentes armées africaines. Euh, voilà sur quoi tourne un peu le volet de la formation militaire. Un autre volet qui est très important, qui est le volet du renseignement. J'en ai parlé tout à l'heure. Le Maroc a en sa possession deux satellites de surveillance qui avaient été livrés par la France. Le Maroc est un des rares pays au niveau du continent à avoir cette capacité de renseignement électronique, parce que sur le terrain, on a le renseignement d'origine humaine, ce qu'on appelle le UMINT, c'est le renseignement de base, c'est avoir des ressources sur le terrain, mais on a besoin de renseignement électronique à travers des satellites d'observation et de surveillance. Ces capacités sont primordiales et sont cruciales au niveau du Sahel. Pourquoi? Parce que le terrain est vaste, le terrain est difficile d'accès, on n'a pas l'occasion d'avoir des yeux, des oreilles humaines, donc on essaie de les remplacer par des yeux et des oreilles électroniques. Donc le Maroc peut aider ses partenaires au niveau du Sahel par l'intermédiaire de ce renseignement électronique. Et enfin, le dernier élément, et je pense que c'est celui qui a le plus d'impact sur le terrain militaire, c'est le renforcement des armées de l'AES par du matériel, des équipements militaires qui leur font défaut actuellement. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. La capacité, bon, je vais dire, la lacune capacitaire qu'ont ces trois armées, c'est une lacune capacitaire au niveau du domaine aérien. On ne peut pas lutter. D'ailleurs, c'est un des points forts qu'avait Barkhane à l'époque. Barkhane, alors je ne me rappelle pas des chiffres, mais avec le déploiement de quelques hélicoptères de combat, de deux avions de chasse, des Mirage, si je ne dis pas de bêtises, et de drones, avait pu, pendant de longues années, contrer toute avancée des groupes terroristes, des groupes de combattants djihadistes. Parce que autant essayer de les contrer sur le terrain terrestre, c'est difficile. Je l'ai expliqué par l'étendue du terrain, par la nécessité d'avoir énormément de véhicules blindés. Autant juste le fait de pouvoir faire bénéficier ces forces armées d'un soutien et d'un appui militaire par l'intermédiaire d'avions de chasse, de drones, ça permet d'avoir un avantage stratégique sur ces armées. Alors, je ne dis pas par là que le Maroc va envoyer des troupes au sol. Ça demande, il y a beaucoup, c'est un débat qui revient beaucoup sur la scène nationale. D'abord, je pense, par le fait que le Maroc se distingue actuellement avec la crise entre l'Algérie et le Mali. Le Maroc est devenu un des rares partenaires, un des rares soutiens au niveau des pays de l'Afrique du Nord pour les États de l'AES. Donc, comment ce soutien peut prendre, sous quelle forme va prendre ce soutien? Je ne pense pas que le Maroc a intérêt à envoyer des troupes militaires. L'expérience française, l'expérience de Barkhane, a montré qu'envoyer des militaires sur le terrain n'était pas bénéfique. Pourquoi? Parce que d'abord, il est difficile de sortir vainqueur de ce déploiement de militaires marocains éventuels dans un des pays de l'AES. Et quand on ne définit pas d'objectif militaire, on va risquer de s'embourber. Et aussi, il y a un deuxième facteur qui est très important, c'est que le Maroc ou n'importe quel autre pays ne peut pas envoyer de troupes militaires s'il n'y a pas de demande légitime et populaire de ces pays, qui ont connu une expérience qui est pour eux négative de l'intervention des troupes de Barkhane. Donc je vois difficilement le Maroc répondre à une demande de soutien militaire sur le terrain.
Tout à fait. Alors, je vous remercie pour votre réponse. Alors, peut-être pour conclure, une dernière question rapidement pour vous deux. Alors, je rappelle que la charte du Liptako Gourma prévoit une extension à d'autres pays, hein, un mécanisme d'extension. Quel avenir voyez-vous finalement pour l'AES? Est-ce que elle pourrait s'élargir à d'autres pays, rester, grandir, ou est-ce qu'elle est vouée à l'échec comme les opérations que l'on a vues avant? On sait que bon, pour l'instant, ça reste assez fragile pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Donc finalement, quel avenir voyez-vous pour l'AES? Vous êtes professeur de Sanctis, pour commencer. D'accord. Euh, alors, je vais pas faire le devin, c'est compliqué, surtout actuellement quand on parle des États sahéliens. Euh, je pense que euh, l'avenir de cette organisation va dépendre, à mon avis, de deux choses. La première, je persiste et signe, c'est sa capacité à se réarticuler avec les instruments légaux officiels de la sécurité africaine. Pourquoi? D'abord, pour sa légitimité et sa capacité justement à grandir et à disposer de moyens suffisants. Ça veut dire des moyens institutionnels, une reconnaissance aux yeux de l'Union africaine, une reconnaissance aux yeux de la CEDEAO. Ça veut dire aussi la capacité d'attirer d'autres fonds, parce que on va pas on va pas se taxer de naïveté. Le problème, c'est qu'en Afrique, définitivement, l'Union fait la force en matière de sécurité et défense. Les budgets militaires des États africains peinent très souvent à réaliser leurs objectifs en termes de dotation matériel. Donc, de facto, c'est seulement par la capacité à mutualiser les ressources économiques et financières de ces États qu'on peut envisager véritablement une solution. Euh, Ça veut dire qu'à partir de ce retour en légalité et en légitimité au sein des organes continentaux et régionaux, là, on peut envisager une prise en compte d'autres acteurs importants. Je pense au Nigeria, qui est pas très loin, qui est de facto l'un des pays, le pays le plus riche du continent, qui dispose là aussi d'une expérience en termes d'opération de sécurité régionale, qui a été l'un des acteurs clés et l'acteur historique de l'ECOMOG, l'Eco Monitoring Group, qui était cette première vraie opération de maintien de la paix africaine en 1991, qui avait été dépêchée au Sierra Leone. Ça a été la première fois qu'on avait salué une opération de maintien de la paix 100% africaine. Alors, elle a eu un certain nombre aussi de succès et d'échecs. Elle n'a pas remporté tous ses objectifs, mais elle a montré la capacité, parce qu'on avait un État qui disposait des moyens et de la volonté, d'engager plus d'efforts en matière de sécurité collective. Donc, si l'AES élargit ou revient dans le giron des institutions officielles, alors effectivement, on pourra impliquer d'autres acteurs importants. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi bien sûr le Tchad, ça peut être le Nigeria, ça peut être d'autres acteurs qui sont importants et contributeurs en matière de sécurité collective. Sans ça, euh, si on a une simple organisation sous-régionale autarcique, si je puis dire, sans lien avec son environnement régional complet, bah oui, ça peut devenir un outil instrumentalisé par d'autres acteurs extérieurs. Donc évidemment, là, on voit clairement le risque aussi russe, c'est-à-dire que cette organisation va au mieux contribuer temporairement à repousser la menace terroriste dans les trois pays du champ. Donc ça veut dire un peu comme de la morphine, retarder la douleur, mais au pire, et c'est ce qui risque de se passer, favoriser en fait une dépendance vis-à-vis de l'acteur russe, avec les intérêts aussi russes sous-jacents, et donc en fait reproduisant une logique de dépendance et de ce que moi j'appelle l'extraversion de la force armée en Afrique, c'est-à-dire que les pays africains vont recourir en permanence à des acteurs qui ne sont pas africains pour faire valoir leur défense et leur sécurité, et donc à long terme, eh ben, se priver de leur souveraineté. Donc, si l'AES ne revient pas dans ce giron-là, avec d'autres acteurs légitimes qui peuvent venir porter son projet, elle va s'étouffer et à un moment donné, elle va perdre de sa vitalité. Mais encore une fois, dans un contexte panafricain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de faire appel à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds pour de nouveau reproduire une expérience type G5 où finalement c'est par l'afflux immodéré de capitaux extérieurs qu'on a détourné l'objectif du G5. Donc moi, je ne suis pas du tout pour reproduire l'erreur du G5, mais en revanche, pour réafricaniser de manière plus ambitieuse cette organisation et l'articuler avec d'autres institutions et donc du coup faire en sorte que d'autres pays puissent l'aider. Petit point positif néanmoins, il n'est jamais anodin
et il est plutôt salutaire de voir des États africains prendre des initiatives en matière de sécurité régionale. Donc, c'est-à-dire que si l'AES a ses limites en termes d'intérêt et d'articulation avec la Russie, malgré tout, il est toujours, il est toujours souhaitable et salutaire de voir des États africains redéfinir à leur manière la sécurité collective, se doter de nouveaux outils. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose qui doit être pris comme un acte alarmant en se disant, voilà, la sécurité en Afrique glisse ou change de main. Bien au contraire. Si tant est que c'est une réappropriation authentique par ces acteurs-là qui cherchent véritablement à résoudre le cœur de leurs problèmes de sécurité collective. Mais à mon avis, c'est tout à fait possible. Je rappelle qu'il y a d'autres organisations de sécurité collective et régionale ou sous-régionale en Afrique qu'on connaît moins, qui sont là depuis des années. Je prends un dernier exemple. Alors évidemment, c'est pas comparable à l'AES, mais c'est quand même une organisation qui a été pensée dans une logique de sécurité régionale. La Commission du bassin du lac Tchad, elle existe depuis 1964. Elle a été pensée comme une organisation de sécurité globale, associant les enjeux environnementaux, politiques, extrémisme violent également. Alors, elle a eu des résultats effectivement très modeste par rapport à d'autres types de structures, mais là aussi, elle a le mérite d'exister, elle a été pensée très tôt et elle témoigne de la vivacité du tissu institutionnel qui existe en Afrique en matière de sécurité. Parce que souvent, malheureusement, hein, les médias, en particulier internationaux, ne médiatisent que très rarement les initiatives africaines. On montre beaucoup, parce que c'est forcément plus attractif, les initiatives extérieures, les programmes extérieurs, alors qu'en fait, sur le terrain, vous avez aussi des structures qui existent. Donc ça, c'est des points quand même qu'il faut rappeler. Et à mon avis, euh, ça peut être prometteur si cette organisation cherche à revenir sur son terrain légal et légitime africain et ouest-africain. Merci. Peut-être, Nizar, sur la même question pour conclure rapidement. Alors, le micro, s'il vous plaît. Donc, véritablement, l'AES a besoin de soutien militaire, mais aussi, pourquoi pas, de soutien politique, de soutien financier. Et donc, la meilleure manière d'arriver à ce soutien, à cette coopération, c'est d'avoir une extension de leur organisation à d'autres pays. Alors, malheureusement, je vois pour cette extension un frein principal qui est un frein politique, idéologique, je dirais même plus une rupture politique entre ces pays et les autres États de la CEDEAO. Après, il y a un autre point de convergence, c'est que tous les États côtiers, voisins et limitrophes des États du Sahel, sont en train de ressentir les conséquences de l'expansion du djihadisme. Je donne pour exemple des pays comme le Togo, comme le Bénin dernièrement, vers mi-avril 2025. Le Bénin a connu l'attaque la plus sanglante de son histoire, où des djihadistes qui relèvent de l'organisation du JNIM ont attaqué une région au nord du Bénin et ont causé, en fait, pas juste une région, mais ont clairement attaqué une caserne militaire et ont occasionné la mort de 54 soldats. Alors, on a un intérêt commun. Donc, quand je dis on a, c'est je nous mets aussi, nous, pays du Maghreb, dans cette même problématique. Donc, tous les pays de la CEDEAO, limitrophes des pays du Sahel, les États du Sahel, sur le plan géographique, sont enclavés. Et donc, il y a une ceinture d'États euh, allant de l'Atlantique, donc de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maghreb, mais qui actuellement sont en train de ressentir de plein fouet cette menace terroriste. Donc, j'ai parlé du Bénin, je parle aussi du Maroc. Je rappelle, en février de cette année, l'opération de démantèlement des services de sécurité, des services de renseignement de 9 cellules djihadistes qui se préparaient à passer à l'acte. Et quand je dis passer à l'acte, c'est-à-dire faire des attentats terroristes au niveau de 9 villes du royaume. Alors, cette menace est ressentie de manière très forte par tous ces pays et je pense que c'est une opportunité pour essayer d'apporter une réponse commune à une menace commune. Pendant des années, pendant plus d'une dizaine d'années, les États du Sahel, notamment les trois pays sur lesquels on revient maintenant, euh, ont
étaient les principales victimes, les principales cibles de ces attaques terroristes. Maintenant, cette expansion est en train de faire beaucoup de dégâts sur tous les pays de la région. Et je pense que naturellement, tous les pays vont à un moment ou à un autre s'associer pour essayer d'apporter une réponse commune. Et puis, je, je me demande toujours, à mon niveau, euh, pourquoi est-ce que une mise en place d'une coalition internationale pour lutter contre cette menace terroriste, on a toutes les conditions, en fait, actuellement, avec la présence de ces groupes terroristes sur le sol sahélien, et on a des dénominateurs communs par rapport à ce qui s'était passé en 2014 au niveau de l'Irak et en Syrie. Le dénominateur commun, c'est qu'on a des groupes djihadistes qui ont en possession un territoire et qui, à partir de ce territoire qui est sanctuarisé, commettent des attentats et se projettent dans d'autres pays, notamment vers l'Europe. On se rappelle des attentats du Bataclan de 2015. Ils ont été planifiés et ordonnés à partir de la Syrie et de l'Irak. Quelles sont actuellement, je pense qu'on a toutes les conditions actuellement pour mettre en œuvre une coalition internationale qui serait, à mon avis, le meilleur moyen pour lutter contre ce foyer et cet épicentre terroriste. Tout d'abord, du point de vue légal, parce qu'on aurait un mandat des Nations Unies, et deuxièmement, sur le point de vue logistique et militaire, où on pourrait, grâce à une coalition internationale, complètement neutraliser ces groupes terroristes qui sont dans une zone de terrain difficile. Et à mon avis, je pense que cette solution devrait être portée tout d'abord par le monde universitaire, des chercheurs, etc., pour être peut-être appropriée après par la sphère politique. Merci, merci beaucoup pour ces éclairages précieux. Alors, notre webinaire Echoes of Sahel touche à sa fin. Je remercie à nouveau mes deux invités d'avoir gentiment répondu à l'invitation et d'avoir apporté tous ces éclairages précieux, comme je l'ai dit. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et merci de l'avoir suivi. Merci.